Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de questions d'actu. Ce soir, nous entamons ce débat par les élections locales qui auront lieu le 27 novembre prochain. Ce processus électoral bouclera ainsi un processus lancé depuis décembre 2019 et qui tendait à reconstruire les institutions voulues par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les Algériens sont appelés aux urnes une nouvelle fois afin d'élire cette fois-ci de nouvelles assemblées communales et les assemblées de wilaya. Elles vont se tenir dans une conjoncture exceptionnelle, marquée par l'impact de la crise sanitaire et économique. Mais au-delà des conditions sociales et politiques durant lesquelles elles auront lieu, c'est la question du statut et des prérogatives du PAPC qu'elles vont soulever de nouveau. L'Assemblée élue est censée constituer l'assise de la décentralisation et le lieu de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, ce qui reflète la démocratie participative en l'occurrence. On va en parler ce soir avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Aouamer Barzouz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en sciences politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous accueillons également sur ce plateau Monsieur Mohamed Achir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'université Mouloud Mamri. Merci messieurs d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, les élections locales sont-elles simplement des élections locales ou ont-elles un impact national ou une étendue nationale, une portée nationale ? On l'a dit au début de cette émission, c'est un peu pour parfaire ou pour terminer l'édification des institutions. Monsieur Aouamer, je vous donne la parole en premier. Oui, alors ces élections sont d'une importance cruciale. D'abord, elles comportent beaucoup d'enjeux, des enjeux liés d'abord à l'élection elle-même, des enjeux ponctuels, et ensuite des enjeux plus généraux liés donc à la démocratie, au parachèvement des institutions du pays. Tout d'abord, donc les enjeux ponctuels, on peut relever 2 points. La participation des partis politiques à cette échéance électorale, et deuxièmement, le taux de participation des citoyens à cette importante aussi échéance électorale. Donc, beaucoup de partis hésitent encore participer ou ne pas participer à cette échéance électorale. Et certains partis... Pour les partis qui ont déjà boycotté les élections législatives. Voilà, voilà, tout à fait. Donc, il y a certains partis pour lesquels la participation ne pose pas de problème, ceux qui ont déjà participé aux législatives. Par contre, d'autres qui ont boycotté, se pose la question maintenant pertinente, participer ou ne pas participer. Et là, c'est un dilemme parce que si les partis politiques ne participent plus aux élections, que font-elles? Quel sera l'avenir de ces partis politiques? Que font-ils sur la scène politique? Parce qu'un parti, c'est par définition, est un groupement d'hommes qui professent la même doctrine et qui œuvrent à la conquête du pouvoir en général, et puis à la conservation de ce pouvoir par le moyen d'élections honnêtes. Et transparente. Ça, c'est une définition générale. Et si le parti donc, politique se départit de ce rôle-là de conquérir le pouvoir, alors il va mourir à petit feu et disparaître de la scène politique, parce que les partisans justement de ce parti, les militants de ce parti, ne pourront plus, disons, avoir la patience d'être frustrés à chaque rendez-vous, n'est-ce pas? C'est un peu la dernière chance pour militer dans un cadre légal, dans la sphère politique. Oui, parce que beaucoup de citoyens qui sont soit sympathisants, soit militants de ces partis, c'est-à-dire sont tentés de participer, mais comme leurs partis ne le font pas, alors ils sont obligés donc de boycotter. Et ça, donc, ils sont coincés. Ça, d'une part, et d'autre part, donc, le taux de participation de ces élections aussi législatives, locales, est aussi important. Quand on sait que le taux de participation des élections législatives était autour de 23%, n'est-ce pas? Tout le monde attend à ce que ce taux-là soit un peu relevé, du moment que les élections locales... Ça concerne les citoyens directement. Traditionnellement, les élections locales attirent plus que les législatives. Les citoyens, parce que cela
concernent directement la gestion de leurs affaires publiques. C'est l'organisation de la ville, hein, de la cité aujourd'hui dont il est question. Tout à fait. Donc il y a plus d'engouement pour ces élections que pour les élections, par exemple, nationales, législatives. On est directement concerné. Tout à fait. En termes d'enjeux pour les partis politiques, quelle est la différence entre les législatives et les élections locales aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, les formations politiques, comme le disait à l'instant M. Barzou, c'est un peu aujourd'hui la dernière échéance pour la survie de ceux qui ont du moins refusé de participer aux dernières législatives? Je pense que l'enjeu peut être situé par rapport à l'impact de la participation à ces élections. Généralement, la mobilisation citoyenne est très faible lorsqu'il s'agit d'élections législatives. Parce que l'impact aussi de cette institution est relativement faible par rapport à la vie quotidienne et par rapport aux préoccupations des citoyens. Oui, mais ce n'est pas représentative des préoccupations citoyennes. Donc on a vu surtout les expériences des parlements précédents. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'élections locales, donc là, c'est des élections de proximité, c'est des élections qui sont réellement territorialisées d'un territoire, et c'est pour cette raison que si on fait un peu la rétrospective des différentes élections locales, en Algérie, donc, on peut constater un taux de participation très important, une mobilisation très importante des citoyennes et des citoyens, et aussi une mobilisation des partis politiques très importante. Cela dénote donc l'importance des élections locales pour la vie publique, pour la gestion des affaires publiques et pour aussi l'édification des institutions de l'État. Parce que c'est les élections locales, d'ailleurs c'est la Constitution qui définit la commune comme c'est-à-dire structure de base de l'État. Et c'est à travers la commune que s'exercent même les premières missions de l'État et s'exerce surtout la représentativité du peuple ou bien le droit et la souveraineté du peuple pour choisir librement ses représentants. Et la relation de proximité entre le citoyen et son élu, qui l'a élu, et le suivi quotidien parce qu'il est proche de lui, il y a la proximité, et tout ça fait que la confiance s'installe rapidement. Le député, on va dire qu'il devait ratisser large au niveau national. Et là, le maire, en l'occurrence, doit faire du porte-à-porte. C'est un peu... Oui, déjà ça, il y a cette proximité, il y a porte-à-porte. Dans les partis politiques, il y a de la mobilisation. Et puis le nombre de postes, il faut le dire aussi. Donc ça donne la chance à plusieurs militants de se présenter au bien de la société civile. Et il y a enfin plusieurs paramètres qui peuvent un peu, c'est-à-dire définir la mobilisation citoyenne dans les élections locales. Et moi, j'ai assisté quand même sur le terrain par rapport à cette mobilisation. C'est extraordinaire. Lorsque j'ai vu comme ça tous les citoyens mobilisés pour pratiquer de la politique, discuter des projets de partis politiques et encore participer dans l'élaboration des programmes, parce que chaque commune elle a son propre programme. Donc tout ça, ça fait redynamiser l'espace public, ça fait repolitiser la société parce que c'est très important. Quand on s'inscrit dans une démocratie participative. Exactement. Et voilà, quand on met en place aussi un cadre où le citoyen peut participer. Toutes les communes ne le font pas forcément. Et toute cette compétition électorale extraordinaire qui s'installe lors des élections locales fait avancer le débat public, le débat politique et fait avancer même la qualité après des représentants du peuple ou bien des citoyens au niveau des institutions élus au niveau local. Donc c'est ça l'importance. Maintenant, on va en discuter. Mais est-ce que ces communes remplissent ce rôle justement ont rempli ce rôle ces dernières années? Le problème est dans cette déception justement. C'est vrai, on fait la campagne électorale et généralement les listes des partis politiques ou même les listes des indépendants présentent quand même des programmes très ambitieux pour leur collectivité, mais en fin de compte, l'élu est confronté à une autre réalité en termes de gestion, en termes de prérogatives, en termes d'attribution et en termes de moyens dont disposent les collectivités, notamment les communes. Et c'est là où, après...
On va en parler des prérogatives à un décalage, du PAPC. bien sûr, entre les promesses, la question des promesses, la question c'est la question qui a toujours fait débat sur les prérogatives du PAPC. On parlait aujourd'hui du rôle que devait justement accomplir la commune. Est-ce qu'aujourd'hui, vu que la population est peut-être plus regardante maintenant à l'action politique, est-ce qu'aujourd'hui, le président de l'APC doit aussi changer sa manière de fonctionner, doit avoir plus de prérogatives? On sait aujourd'hui qu'il a un peu les mains liées, tout revient, pratiquement toutes les décisions doivent recevoir l'aval de l'exécutif ou du Wali en premier lieu. Oui, alors pour terminer juste sur les enjeux, donc, vous savez que le parachèvement de l'édifice institutionnel passe justement par ces élections. Donc c'est pour ça c'est important aux yeux du pouvoir politique. Et donc pour revenir à la question, effectivement, donc, le développement local, c'est un enjeu aussi de ces élections parce que on observe un certain désenchantement de la population, des électeurs, des citoyens en général, des communes. On entend par-ci par-là donc des déceptions comme quoi donc les projets n'avancent pas, certains projets ont des taux d'avancement très réduits et parfois donc les fonds justement destinés à ces projets reviennent inexploités. Donc parfois c'est pas le manque de moyens, parfois c'est juste c'est une question de gestion, parce qu'on sait que la commune, on sait que toutes les communes ne sont pas égales, il n'y a pas d'équité entre les communes, tout dépend du nombre d'habitants, du nombre de commerces, d'entreprises qui existent autour de la commune, puisqu'ils vivent de ressources fiscales, et de la vocation également. Mais est-ce qu'aujourd'hui justement le PAPC ne devrait pas pouvoir prendre de décisions lui-même concernant le développement local de sa commune? Oui, tout dépend donc des prérogatives qu'il a, que lui attribue le code communal, n'est-ce pas? Donc on a beaucoup critiqué ce code-là qui n'accorde pas, disons, assez d'attributions au regard donc de ce dont on veut faire de la commune, parce qu'on veut faire justement un acteur du développement local, et par conséquent donc on devrait suivre ça de moyens, aussi bien moyens juridiques en attribuant des prérogatives plus importantes au PAPC, et aussi en moyens donc financiers, et aussi renforcer l'autonomie financière. Il ne faut pas rester dépendant toujours de la wilaya et quémander des fonds. Tout dépend des communes. Il y a des communes quand même qui sont pauvres et qui nécessitent un budget ou un appui de l'État. D'autres viennent peut-être au secours des autres communes pour les plus riches. Oui. Il y a aussi une question très importante aussi, c'est justement la formation de l'élu. Est-ce que les élus sont à même de comprendre les enjeux et de donc saisir les mécanismes de bonne gouvernance? Parce que maintenant... On doit former un manager aujourd'hui tout à fait. En tant que PAPC. Peut-être qu'il faudrait revoir justement cette façon de procéder, de voir les choses, d'ouvrir, disons, la possibilité à tout le monde de participer pour devenir maire. Maintenant, le maire doit être justement un bon manager, et pour ça, il doit être compétent et donc comprendre au moins les enjeux de sa commune, comprendre aussi les besoins de sa commune et savoir répondre aux doléances des citoyens et aussi avoir les moyens, et ces moyens-là il doit disposer de ces moyens et pas dépendre uniquement des organes déconcentrés de l'État, parce qu'il faudrait aussi rechercher un nouvel équilibre entre la déconcentration et la décentralisation, c'est-à-dire entre les organes déconcentrés de l'État comme les organes de la wilaya, le chef de daïra, et de l'autre côté aussi les élus qui sont redevables envers les électeurs qui les ont élus. D'autant que les élus locaux sont les premiers à faire face aux citoyens en cas de crise ou en cas de situation difficile. Il a besoin aujourd'hui de pouvoir répondre aux demandes de sa population, de ses habitants. C'est les élus qui affrontent quotidiennement les problèmes et les préoccupations des citoyens. Et les élus se retrouvent généralement, les présidents d'APC ou les élus de l'APUI, le président d'APUI, se retrouvent avec, surtout ces dernières années, une raréfaction des ressources financières et budgétaires. Je vous donne un exemple d'une assemblée populaire de Wilaya qui a reçu un budget supplémentaire de 8 milliards de centimes, c'est tout.
Donc c'est très peu, alors que les besoins sont énormes, et les besoins sont complexes. Et maintenant, les citoyens demandent beaucoup de besoins. En tout cas, c'est des besoins de cadre de vie, l'eau, l'assainissement, les routes, l'électricité, l'habitat rural, etc. Mais parlons maintenant. La Constitution est claire. Et l'article 19, il parle de la décentralisation et de la déconcentration. Je suis tout à fait d'accord. Mais déjà, même en termes de déconcentration, il y a un grand problème. On n'a pas déconcentré autant. Déjà, même l'exécutif de wilaya, les directeurs de wilaya ou le wali n'a pas réellement assez de prérogatives par rapport à certaines questions de développement. Donc, il y a une concentration de pouvoir de décision au niveau central. Et maintenant, la question de décentralisation, c'est encore là. Comment on peut parler de décentralisation? C'est lorsqu'on donnera un pouvoir fiscal au président d'APC, par exemple. C'est lorsqu'on donnera le statut d'ordonnateur de budget de wilaya pour le président d'APB. C'est lorsqu'on transférera tous les moyens... Alors qu'à présent, tout dépend du ministère, enfin c'est relevé au ministère des Finances pour la fiscalité. Bien sûr, donc déjà le budget de wilaya... Et même il doit être approuvé par le ministère de l'Intérieur. Le budget communal doit être approuvé par le chef d'Aïra et par le directeur de l'administration locale, c'est-à-dire le Wali. Vous voyez un peu comment on centralise tout. Les délibérations, on donne le pouvoir de délibération à l'élu, mais on le contrôle. C'est vrai, on parle de contrôle de la conformité, de la légalité, d'accord, mais on bloque l'initiative aussi avec cette bureaucratie et cette... Finalement, que reste-t-il à l'élu local comme pouvoir? De gérer les problèmes. L'élu est devenu un médiateur, un simple. L'élu, il remplit plus le rôle de médiateur. Lever les oppositions, essayer de convaincre les citoyens, les accompagner, mais il n'a rien entre ses mains. Il a peut-être une autre portée, celle de rendre plus visible, en tout cas, les partis politiques. Moi, je l'ai dit, l'élu est réduit parfois au rôle de pare-choc. Bon, c'est notre rôle, bien sûr. Il y a un pare-choc, c'est-à-dire il faut amortir le choc entre les institutions de l'État et le citoyen. Nous sommes des médiateurs avant tout, d'accord? Mais nous devons avoir les moyens de notre politique. L'élu doit avoir les moyens de sa... Bon, il doit pouvoir voilà. Satisfaire la demande de sa population. C'est ça. Donc, c'est très important d'avoir soulevé la question des finances locales. Il faut revoir les finances locales. Beaucoup on centralise toute cette fiscalité au niveau central, et puis la caisse de garantie des collectivités locales, de solidarité des collectivités, distribue suivant des péréquations et des projets centralisés de développement. Mais pourquoi? Il y a une grande partie de la fiscalité locale aussi qu'il faut laisser au niveau local. Comme, bien sûr, je ne sais pas pour dédouaner totalement les élus, parce qu'il y a beaucoup de taxes qui ne sont pas relevées par les élus. Alors qu'il faut faire des délibérations pour certaines. Il y a les taxes de voirie, par exemple, les taxes de publicité, les taxes de l'environnement. Il y a plusieurs. Il y a un petit gisement de taxes au niveau local qui est en perte totale. Qui sont en perte, qui ne sont pas recouvrées par les élus. Donc là, il faut agir. Mais là, toujours, il y a des dysfonctionnements de coordination. Le président d'APC vous dit, moi, je fais une délibération pour fixer les taxes, etc., fixer même par zone. Et ensuite, l'administration des impôts, l'administration fiscale de la wilaya ne vient pas pour récolter cette... Et puis aussi, le trésorier communal et intercommunal, il doit jouer son rôle, mais il ne le fait pas. On doit un peu apprendre à s'éloigner de cette question populiste et agir en tant que bon manager, créateur de richesses, créateur d'entreprises. Il y a la dilution de la responsabilité entre l'exécutif, entre les services des finances et entre les élus. Il y a dilution de la responsabilité. Il faut définir la responsabilité, donner les prérogatives, savoir faire confiance, produire des textes applicables et opérationnels qui s'adaptent réellement à la réalité. Et parfois, le maire n'a pas d'emprise sur les entreprises locales, sur son territoire lui-même, les territoires de la commune. Parfois, donc, il y a un projet qui vient. Et on ne trouve pas d'assiette, parce que, tout simplement, le foncier et le logement... On connaît la question du foncier. sont des questions maintenant qui... C'est l'agence foncière. Sur lesquelles donc, le maire n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc, automatiquement, il est dépourvu de pouvoir sur ces questions et il devient donc... Les mains liées, il ne peut pas donc réaliser certains projets très importants aux yeux des citoyens. Autre question importante, je pense que le maire doit être protégé dans l'exercice de ses fonctions au regard de l'acte de dépénalisation de l'acte de gestion. C'est ça, tout à fait.
Parce que combien de maires sont passés devant la justice, ont été poursuivis pour des actes de ce genre-là. Et donc, les élus ont peur d'avancer dans l'exécution des projets, de proposer des choses qui engagent des fonds importants. Et du coup, donc, ça bloque au niveau local. Et c'est le citoyen qui paye les pots cassés, donc c'est lui qui est desservi. Et la pression donc augmente sur les élus. Les élus ne peuvent pas agir d'une façon efficace, parce qu'il faudrait qu'il y ait efficacité, l'efficience et l'opportunité aussi, parce que si le projet n'est pas réalisé dans les temps impartis, ça ne sert à rien donc d'attendre une éternité pour la réalisation d'un simple projet, par exemple, de construction d'une petite école. Il y a parfois on ne trouve pas une assiette pour des projets d'intérêt général comme un lycée, construire un lycée. On ne trouve pas d'assiette, et on attend, on cherche, on temporise, et puis le projet il n'y a pas, on va dire, une vision à long terme, on va dire, sur la vocation de la commune, ou même sur le plan du paysage. On agit un peu dans l'urgence, généralement à l'arrivée des échéances électorales, alors que là, c'est des questions qui devraient, on a quand même un mandat de 5 ans, où on devrait pouvoir agir sur le long terme. Effectivement, il y a une dictature de l'urgence. Le maire, y compris le wali, il gère quotidiennement des préoccupations quotidiennes. Mais à partir de là, le maire ou l'élu n'a pas le temps pour étudier des dossiers, planifier ou même appliquer son programme, parce qu'il a un programme qu'elle a proposé à la population avant qu'elle soit élue. Et donc là, avec cette dictature de l'urgence, donc on se retrouve dans une situation où c'est la distribution des plans communaux de développement, les PCD, distribution de quelques cagnottes budgétaires de budget de wilaya ou de budget communal de prélèvement, et on essaye, c'est-à-dire de combler des trous partout dans un village, dans un quartier, etc. etc. Donc c'est l'émiettement même du budget. Donc on n'a même pas le temps de penser pour consacrer une partie d'un projet de développement de grande envergure. Et là, chaque jour, donc, c'est des doléances chaque jour. Donc après, il y a la pression citoyenne, il y a la fermeture du route, il y a les pneus, etc. Tout ça devrait quand même s'inscrire dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire. Il doit y avoir des visions quand même à long terme, des tracés. Exactement, alors que normalement, il y avait des plans d'aménagement du wilaya. La wilaya, elle a son plan d'aménagement du wilaya. Il est adopté, c'est une loi. Il est adopté. Et il y a les PDO, et il y a les plans de développement par rapport à leurs zones d'activité, etc. Et aucune APC n'a pu dégager une cagnotte, par exemple, pour aménager sa zone d'activité. On l'a retrouvé, il a 30 hectares, 50 hectares de zone d'activité, mais il n'a même pas des moyens pour aménager cette zone d'activité. Les PCD sont répartis pour l'assainissement, pour les routes, pour les confortements, pour les réseaux et qui sont refaits pratiquement chaque année. Parce que aussi cette urgence-là. Donc il y a des marchés parfois qu'il est bien entendu. Donc il n'y a pas des études maturées. La maturation des études est un problème. Donc après... Donc chaque année, on redistribue des PCD. Voilà. Donc c'est un problème. C'est pour cette raison que j'ai parlé de la dilution des responsabilités et la dilution des attributions, même parfois. Donc il faut créer maintenant, la Constitution est claire surtout par rapport aux communes qui devraient avoir un statut un peu... parce que nous avons un code communal qui s'applique à une commune de moins de 15 000 habitants et à une commune de plus de 400 000 habitants. Alors ça, c'est pas logique. Donc il faut pouvoir produire, même progressivement, c'est-à-dire des lois qui vont c'est-à-dire répondre aux spécificités de chaque territoriales, aux besoins de développement de chaque commune, de chaque territoire, parce qu'il y a des besoins qui sont différents. Il y a une inégalité. Et voilà. Donc c'est ça. Il y a tout un travail à faire pour les prochaines lois organiques sur les collectivités locales et sur les finances locales aussi, c'est très important. Donc tout ce travail-là, il doit être étudié, surtout avec les concernés, ceux qui ont vécu déjà dans ces problèmes, et bien sûr avec l'exécutif. Il y a eu un amendement cette fois-ci pour harmoniser la question des locales avec le régime électoral. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à d'autres changements concernant le code communal, puisque c'est la question phare Oui, effectivement. Donc les amendements, il y a eu des amendements d'ordre plutôt technique, n'est-ce pas
pour qu'il y ait conformité avec le régime électoral, le nouveau régime électoral. Et ça rentre dans le cadre justement du parachèvement de Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que ça va apporter de nouveau, ces amendements? Dans l'édifice institutionnel. Donc, c'est surtout au niveau de l'élection du président de l'APC. De l'Assemblée, hein, l'installation de l'Assemblée également. De l'Assemblée, donc la manière dont cette Assemblée sera donc... Qu'est-ce qui change avec les précédentes je crois que c'est l'article 65 qui parle de... 64-65 qui parle de ça. Et qui dit que le président de l'APC sera élu parmi la liste qui détient donc la majorité absolue. Si ce n'est pas le cas, donc les deux listes qui détiennent 35% au moins, qui ont 35% au moins des suffrages, c'est eux donc qui désignent, qui élisent donc le président de l'APC. Si ce n'est pas le cas, donc toutes les listes peuvent donc présenter donc leur candidat. Voilà, participer donc à l'élection. Donc du coup, cette élection se déplace un peu du premier niveau citoyen au niveau donc des élus qui vont eux-mêmes. Alors qu'avant c'était celui de tête de liste qui se présentait. Fait, c'était le tête de liste et maintenant il y a une avancée certaine en matière donc démocratique parce que donc celui qui réalise le plus gros score donc en termes de voix, et ça donc c'est une avancée je pense notable pour ce qui est donc des assemblées locales, et c'était le même cas pour les élections donc législatives. Et ça donc je pense c'est une avancée notable qu'il faut saluer, mais je pense que ces aménagements sont plutôt techniques. Il faudrait peut-être demander plus de prérogatives pour le président de l'APC dans le cadre d'une réforme du code communal qui soit une réforme globale. Moi, Est-ce qu'on peut agir, sachant que les communales sont pour le novembre? Non, c'est pas forcément pour cette échéance, parce que bon, on a eu maintenant l'Algérie a une expérience maintenant. En matière donc de gestion locale, de développement local et tout. Donc il faudrait fructifier cette expérience pour essayer donc de voir les points négatifs, les points positifs, et essayer donc d'aller de l'avant, améliorer donc la gestion des communes par justement revoir le code communal et pas seulement des aménagements techniques. Il faudrait plus de pouvoir. Parce que la démocratie locale, c'est quoi? C'est donner donc plus de pouvoir aux citoyens par le biais de ces représentants locaux. Et donc, c'est ça. C'est à ce niveau d'échelle qu'on peut commencer par rétablir cette confiance dont on parle à chaque fois entre le citoyen et son élu? Tout à fait. C'est lorsqu'on transfère les prérogatives et les moyens aussi. Il faut transférer les moyens, notamment financiers, aux élus. Donc là, d'abord, on les responsabilise, et ils peuvent s'engager par rapport à leur programme et par rapport à leurs initiatives de développement, et à partir de là, même le citoyen va sentir qu'il a élu un représentant disposant de prérogatives et de moyens. Et donc la confiance peut revenir même pour une forte mobilisation citoyenne dans les élections. Et qui sera intéressé, le citoyen, à participer également. Et à participer. Donc le transfert de moyens, de prérogatives est impératif pour redonner la confiance d'abord à l'acte de gestion locale et bien sûr à la démocratie participative qui va pas, c'est-à-dire en plus de la démocratie représentative par les élections, la démocratie participative qui va faire participer la société civile, les organisations sociales, etc. dans l'acte de gestion. Et il y a eu déjà des initiatives même de création des conseils consultatifs au niveau des assemblées populaires communales et même au niveau des assemblées populaires de wilaya, mais malheureusement nous ne trouvons pas de référence légale dans le code des collectivités, dans le code de wilaya ou bien le code communal. Et d'ailleurs, pour la prochaine réforme du code des collectivités locales, il faudrait prévoir aussi des mécanismes opérationnels qui vont faire participer la société civile. Et même prévoir éventuellement des financements de projets participatifs avec les citoyens, avec les associations. Hier, moi, j'ai étudié les questions de développement local dans le cadre de mes recherches. Et il y a implicitement ce genre de projets participatifs qui sont financés
par les collectivités locales et par les citoyens, les associations des citoyens, que ce soit traditionnels ou bien formels. Mais le cadre n'existe pas, alors que c'est ça qui va traduire réellement la participation directe du citoyen dans la gestion des affaires publiques ou dans la gestion des affaires de sa commune. Donc, il faut y penser pour C'est un peu le noyau de la démocratie, c'est un peu là qu'on peut commencer à apaiser, créer un climat. Mais justement, effectivement, lorsque le citoyen participe, donc automatiquement, il va défendre ce bien commun. Parce qu'il se sent qu'il est dans ce bien, dans la construction de ce bien commun. Il est impliqué, et il se sent qu'il est impliqué dans cet espace public. Donc il est tout à fait normal qu'il va veiller et va défendre même le bien commun, qui est le bien public aussi, parce que c'est un grand problème aussi. La clé, etc. Donc c'est ça, il faut l'introduire, mais avec des mécanismes opérationnels, acceptés, et bien sûr faisable, c'est-à-dire, et là aussi il ne faut pas uniformiser, il faut prendre les spécificités territoriales, prendre le niveau aussi d'engagement de la société civile. Un territoire continent, les communes et il y a par exemple des organisations traditionnelles qu'il faut institutionnaliser et capitaliser leur savoir-faire organisationnel, leur solidarité, leurs liens dans la chose publique, dans la collectivité. Donc voilà, il faut y aller vers des lois quand même qui vont durer encore, qui vont durer 10 ans, 20 ans. Pas chaque année un décret exécutif pour agir sur le long terme. Voilà, et agir sur une stabilité du cadre juridique. Est-ce que justement, on le disait tout à l'heure, ces élections locales ont finalement une portée nationale? On commence peut-être par le bas de l'échelle pour remonter jusqu'en haut. On l'a dit, ça donne plus de visibilité aux partis politiques, ces élections locales, puisqu'on parle de proximité directe avec l'habitant. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne va pas aussi susciter l'intérêt des indépendants? Quand on a vu un peu le succès qu'ils ont eu aux législatives, doit-on s'attendre aussi à une grande participation de listes d'indépendants à ces élections locales? Oui, je pense qu'on note déjà un engouement certain des indépendants pour les élections locales. Et on voit par-ci, par-là, de constitution donc de listes déjà. Et ça augure donc de la continuité de ce mécanisme, de ce schéma-là, dans la droite ligne donc des législatives, parce que les législatives ont dégagé aussi une forte représentativité. Ils ont remporté la deuxième place quand même en termes. Tout à fait, voilà. Et donc ça continue dans ce sens. Et les indépendants, c'est une force politique. D'ailleurs, le groupe parlementaire des indépendants, il a appelé donc à une forte participation aux élections locales. Donc ça augure déjà donc de l'importance que donnent les indépendants à ces échéances. Voilà. Mais est-ce qu'ils auront une certaine couleur politique plus tard? Là est la question. Alors une couleur politique, on le saura peut-être plus tard, mais déjà pour la question des législatives, la question posée sur la formation des indépendants, il faut aussi, Agir, vous le disiez au début d'émission, il faut aujourd'hui choisir un manager, un chef d'entreprise, on va dire, pour aussi créer des richesses dans sa commune, tenter de lancer des projets. Est-ce que la formation aussi est un volet important? Oui, je dirais... Surtout si on doit lui donner plus de prérogatives. Il faut quand même... il faut une bonne dose d'approche économique dans la gestion des collectivités locales. C'est très important. Bien sûr, l'approche sociale est indissociable, parce que la commune aussi est le mécanisme de transfert, des transferts sociaux de l'État. Donc il y a une approche économique et sociale, mais il faut y aller effectivement vers la question d'évaluation des politiques publiques, de management, etc. Mais là, par rapport à la question de l'importance des élections locales, les élections locales sont très très importantes parce que c'est la base. Même la stabilité d'un pays, c'est au niveau local. C'est pas seulement... Donc, pour pouvoir, lorsqu'on a un citoyen conscient des enjeux du moment, c'est ça le militant, c'est ça le citoyen engagé. Ce qui m'importe, moi, le plus, c'est le citoyen engagé. C'est pas la couleur indépendante, la société civile, etc. C'est pas ça. Mais le plus important, c'est ce citoyen engagé pour la collectivité locale, pour la collectivité publique, pour l'espace public, pour le bien commun. C'est ça. Donc, qu'il vienne de la société civile, d'un parti politique ou bien indépendant, je ne sais pas, mais le plus important, il faut arriver d'abord à réhabiliter l'espace public. Parce que sans l'espace public, on ne peut pas y avoir de pratique politique ni de démocratie. Assainir cet espace public et
donner les mécanismes de repolitisation de la société. Oui. Parce que d'où l'intérêt aussi après de rejoindre peut-être aussi les formations politiques. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut faire la différence entre c'est-à-dire la mobilisation parfois spontanée ou bien héroïque, mais qui ne dure pas. Mais le travail de formation que vous dites est très important. Donc d'accord, il y a une mobilisation à un certain moment, mais après. Cette mobilisation doit être accompagnée par une formation politique. Et la formation politique nécessite quoi? D'abord, assainir l'espace public. Il faut qu'il y ait l'espace public qui s'apprête à la pratique politique, à l'exercice de la politique, au sens noble du terme. Et progressivement, lorsqu'on forme une société politisée, c'est-à-dire elle est consciente des enjeux du moment, c'est-à-dire elle sera garante de l'intérêt nationale et sera garante de l'unité nationale aussi. C'est pour cette raison que la politique, c'est très important. Et comme le politique également, il est très important, parce que la politique, généralement, on la définit par rapport donc, à l'action politique partisane, mais le politique, c'est justement cet engagement citoyen de la société civile qu'il faut renforcer davantage, mais il faut le renforcer dans une optique nationale. Et nous devons donner les moyens et donner aussi l'occasion à une accumulation politique, notamment à travers les partis politiques. Donc il faut renforcer les partis politiques. Même les partis politiques sont des institutions de l'État. Parce que si ces partis... Ils doivent participer d'abord mais bien sûr, ils doivent échéances électorales. Parce que quand on parle de l'importance de la formation, pour revenir à cette question-là, c'est juste que j'ai ces chiffres, beaucoup de communes où les 2 tiers sont classés comme des communes sans ressources financières, beaucoup sont endettés et démunis, la majorité des communes dépendent des subventions de l'État. Aujourd'hui, comment sortir un peu de ce marasme? 7% seulement sont classés comme étant des communes, on va dire, riches. Tout à fait. Donc il y a eu un travail qui a été fait par le ministère de l'Intérieur il y a quelques années. On a identifié sur 1541 communes, pratiquement 90% communes pauvres. Et ces communes pauvres, c'est-à-dire sans ressources. Et c'est justement ces communes-là qui nécessitent plus d'aide. Qui nécessitent d'abord même un statut particulier pour ces communes. D'ailleurs, la Constitution prévoit un peu le statut pour pouvoir équilibrer en termes de développement. Il faut qu'il y ait l'équité de développement. On parle beaucoup de ces fameuses zones d'ombre. Aujourd'hui, doivent-elles avoir un titre spécifique? Des communes qui nécessitent des budgets spéciaux pour leur développement. Parce que leur statut, il est un peu ils sont très loin, à 700 km. Et même en nombre d'habitants, on ne peut pas les placer. À 700 km du centre pour pouvoir régler un besoin administratif, etc. Donc tout ça, il faut dépasser cette uniformisation, même en termes lorsque des PCD. Mais ce n'est pas la loi arithmétique, on divise les PCD par nombre de villages de communes. Il faut y aller directement, c'est-à-dire le développement en partant du bas. C'est-à-dire on étudie d'abord les spécificités, les moyens, les ressources, et puis par modulation progressive, on donne ses prérogatives et on donne les moyens. Monsieur Barzouz, aujourd'hui les PAPC, il est peu probable qu'ils s'en sortent avec le peu de moyens qu'ils ont. Il faut aujourd'hui un statut spécifique pour ces communes dites pauvres. Oui, certainement, parce que les communes pauvres, parfois, elles sont riches potentiellement. Mais comme cette équité n'existe pas, donc leur fiscalité leur échappe. Donc il faudrait revoir la fiscalité locale et revoir aussi la répartition des budgets plus équitable pour toutes les communes. Et voir un système donc de péréquation pour qu'il n'y ait plus donc des riches et des pauvres, parce que l'Algérie est une seule nation, tout le monde doit profiter du développement local, et vous l'avez si bien dit, donc aussi développer, créer de la richesse au niveau local, donc ça demande une certaine maîtrise donc des questions techniques, et ça donc ça revient à la formation des élus, parce que plus on a une bonne formation, plus on a des idées pour trouver des sources nouvelles d'enrichissement au niveau local, et donc je pense qu'il faudrait revoir cette question avec plus d'égards dans les prochains mois, dans les prochaines années, pas forcément pour ces élections-là, parce que le temps est court et maintenant donc on va directement aller vers l'échéance électives. Donc il faudrait penser peut-être à des assises nationales
sur la gestion. Élargir la consultation. Élargir la consultation à la société civile, parce que codifier justement cette relation société civile élue, c'est très important, parce que impliquer les citoyens ne veut rien. La question est comment revivifier un peu la démocratie locale. Tout à fait, parce que les slogans, on entend parler tous les jours, cette démocratie participative, citoyenne et tout, mais dans les faits, je pense qu'il y a un retard énorme à combler. Même pour les élus, aujourd'hui, ne font pas ce travail de proximité qu'on attend d'eux. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a parfois... C'est-à-dire, je pourrais dire, il y a des murs entre le citoyen et l'élu. C'est vrai. Mais il faut la contrainte, la loi. Et la loi, par exemple, conseil consultatif. Et il faut que les citoyens participent dans la gestion et même un budget participatif. C'est quoi un budget participatif? C'est-à-dire en partant des préoccupations et des besoins exprimés par les citoyens, on élabore le budget et puis on le vote en leur présence. Créer des conseils de quartier, des réunions de concertation, faire en sorte que les habitants Donc il faut des mécanismes qui vont faire participer cette énergie citoyenne, parce que les citoyens sont solidaires en tout cas. Les édiles, de par leur proximité avec les citoyens, connaissent les compétences locales. Donc ils peuvent les solliciter à tout moment pour une meilleure gestion. Oui, il y a des villages, des comités de villages qui ont réalisé des projets avec à 4 milliards de centimes. C'est l'argent de la solidarité des citoyens. Et ça, mais ça reste toujours non institutionnalisé. Alors que tout ça, ça va participer à l'édification d'un État fort, des institutions fortes, qui jouissent de la confiance des institutions locales, des citoyens. Donc il faut y aller vers ces mécanismes. Et j'ai parlé tout à l'heure des communes. C'est-à-dire, il faut moduler la loi par rapport à ces communes pauvres. C'est-à-dire, je ne dirais pas un statut spécifique ou là particulier, mais il faut un traitement un peu privilégié pour des communes qui se retrouvent carrément éloignées du centre, éloignées sans ressources. Et comment les remonter un peu leur développement? Donc c'est avec des moyens importants, mais aussi transférer les moyens humains, parce que généralement on néglige en termes de l'encadrement administratif. Maintenant nous avons un problème par exemple dans les collectivités locales. Nous n'avons pas de l'administration. Il y a un problème de secrétaire généraux des communes par exemple, alors que c'est des pièces maîtresses dans la gestion communale. Donc le travail de formation doit se faire également d'une manière intense au niveau de l'administration du ministère de l'Intérieur pour pouvoir former la relève, former des financiers, des trésoriers. Il y a actuellement des cycles de formation qui sont très courts au début de chaque mandat, mais malheureusement il y a eu une rupture. C'est très insuffisant. Il y a eu une rupture. On a laissé partir les anciens qui maîtrisaient le b.a.-ba de l'administration et il y a un choc, c'est-à-dire on les remplace directement par des jeunes diplômés. Peut durer sur les 5 ans. Hein. Le constitutionnaliste le disait sur ce plateau, même pour les parlementaires, la question de la formation dure tout au long de son mandat. Après tout, lorsqu'on a un médecin élu maire, il va vous dire, moi je ne suis pas censé connaître la comptabilité publique. Ce n'est pas un gestionnaire. Je ne suis pas gestionnaire, mais c'est le secrétaire général qui doit s'en occuper. Lui, il a son programme, il doit l'orienter, il doit faire ses choix, parce qu'il a ce choix politique, il a été choisi. Donc c'est dans ses prérogatives de choisir l'orientation du développement, de prendre l'initiative, de faire la médiation surtout avec les citoyens, avec les institutions de l'État, mais il faut le renforcer en administration. Donc l'administration des collectivités locales doit être renforcée en formation et en qualité, parce que c'est la base, même lorsqu'on parle de la bureaucratie. Et voilà aussi, c'est à cause de l'incompétence. La bureaucratie a une grande question aussi à soulever dans tous les domaines généralement, mais pour la PAPC également. Alors justement, pour revenir un peu aux nouveautés contenues aussi dans la loi fondamentale, vous en parliez aussi également au début, Monsieur Hachir, concerne tous les volets se rapportant à la gestion locale. Est-ce que justement
les changements apportés dans cette nouvelle constitution peuvent influer sur les prochaines prérogatives que devront avoir les PAPC. Ils impliqueront des questions, elles faciliteront en tout cas la réalisation de l'ensemble des projets communaux pour les PAPC. On doit aujourd'hui harmoniser tous ces textes. On a eu les amendements, on doit aller plus loin aujourd'hui. On doit agir plus profondément sur la question, puisque ces questions sont déjà soulevées dans la loi fondamentale. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il faut harmoniser à tous les niveaux parce que ça, c'est un processus démocratique et institutionnel qui est fait. Donc, il a un début, il a un parachèvement. Donc, la Constitution, c'est la première réforme fondamentale du pays. Et cette Constitution offre, je pense, de nouveaux outils pour la concrétisation de la démocratie locale. Elle offre aux citoyens d'abord l'occasion de renforcer leur participation à la gestion locale. Elle offre aussi aux partis politiques une occasion de renforcer leur participation, aussi de donner plus d'occasions à leurs militants pour remporter des postes au niveau des échelons locaux et aussi bien au niveau du Parlement. Et tout ça doit être harmonisé, comme vous l'avez dit, parce que le code communal doit être conforme, n'est-ce pas, avec le code de la wilaya, avec aussi les textes juridiques du pays en général, jusqu'à la loi fondamentale. Une réforme, une vieille revendication aujourd'hui par les partis politiques de la réforme du code communal qui peine à se matérialiser malgré les engagements des autorités. On en parle depuis des années, qui n'arrivent pas à prendre effet. Maintenant la Constitution, c'est la loi fondamentale, il a introduit quand même des articles très importants qui libèrent un peu le chemin pour les lois organiques. Par exemple, la constitutionnalisation même du rôle de la société civile dans la gestion locale, l'article 10 de la Constitution. Nous avons la décentralisation, l'article 19, la participation. Donc nous avons plusieurs articles, 10, 19, 16, 17, tout ça, c'est un très bon socle constitutionnel permettant de réaliser ce qu'on appelle la démocratie participative et de renforcer la décentralisation. Mais il faut les suivre effectivement maintenant par des lois organiques pour pouvoir concrétiser sur le terrain ces questions. Ce ne sera pas à l'élu de saisir cette perche justement pour demander qu'il y ait un réel changement. Oui, d'accord, mais il faut le cadre légal, il faut travailler dans le droit de la République. Pour demander justement. Je vous donne un exemple. Dans le code communal, dans le code de wilaya, la loi 07-12 relative à la wilaya 12-07, donc il y a eu un article, si je me souviens bien, 246, quelque chose qui parle de l'intercommunalité. Il y a eu une initiative d'intercommunalité au niveau d'une wilaya. Et il y a tout un travail, il y a eu des délibérations de 5 communes pour faire... Après, il n'y a pas de texte d'application de l'article qui a été prévu par le code communal, code de wilaya sur l'intercommunalité. Même maintenant, la Constitution prévoit l'intercommunalité. Mais il faut produire des textes d'application. Et ça. Maintenant, d'ailleurs... Toute la question sur ce texte d'application. Maintenant, on va abroger le code de l'API et le code de l'APC et on peut dénombrer peut-être une quarantaine d'articles qui renvoient à la production d'articles d'application et qui sont à ce jour non encore promulgués. Ah, voilà un problème. Oui. Alors une dernière question, messieurs, pour les partis politiques aujourd'hui, il est urgent, pour ne pas dire vital pour eux, de mesurer leur ancrage et leur présence dans l'Algérie profonde à travers ces élections locales. Oui, c'est une occasion opportune justement pour mesurer l'ancrage populaire. Et peut-être c'est une dernière chance aussi pour certaines formations politiques qui boycotteraient cette échéance parce que après, elles devront attendre encore 5 ans. Peut-être. Survivront-ils ou survivront-elles ces formations? Tout à fait. Parce qu'entre-temps, beaucoup d'eau aura coulé sous le pont, comme on dit. Et les citoyens, est-ce qu'ils seront patients pour rester fidèles à ces partis? Les partis, je disais au début, sont des formations politiques qui visent l'exercice du pouvoir, la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation
par les moyens pacifiques que sont les élections. Ouais. Cela risque aussi de revenir aux partis classiques qui ont toujours participé, si les autres partis exactement, parce que la nature, pas le maillot, comme on la le dit. nature a horreur du vide, comme on dit, oui. et si vous participez pas, donc c'est moi qui occupe votre place, et voilà. C'est-à-dire, vous l'avez dit au début de l'émission, que le contexte il est un peu particulier. Il y a la crise sanitaire, dans certaines régions il y a les feux de forêt aussi. Donc, participer, d'accord, mais les citoyens vont participer parce que, je l'ai dit, je l'ai expliqué, il s'agit de leurs affaires quotidiennes, il s'agit de leur commune, de leur territoire, et de leur, c'est-à-dire, ça dépend aussi de leur engagement au niveau local. Mais là, je dirais, il faut donner, c'est-à-dire fondamentalement, il faut y aller vers les soubassements de la politique. Et il faut permettre la construction de grands partis politiques qui vont être identifiés à partir de leurs projets politiques. Et demain, les enjeux sont très importants par rapport aux questions environnementales, sanitaires. Donner, c'est-à-dire l'occasion à des partis de se construire pour défendre des enjeux de demain. Les questions de développement durable, les questions de solidarité, de l'État social, les questions des droits de l'homme, les questions de l'État de droit, de la démocratie, etc. Donc, les partis, la société civile, d'accord, mais les partis doivent être, c'est-à-dire les piliers, solides. Les piliers aussi de l'État, parce qu'il y a tout un travail de conscientisation à faire, il y a un travail de restructuration à faire. Lorsque vous avez des citoyens qui sont partisans, cela veut dire qu'ils ont cette vie déjà publique, ils ont déjà cette vision publique, et c'est positif. Il ne faut pas combattre ça, hein. C'est très important. Donc il faut permettre les moyens. C'est d'autant plus importante qu'on observe maintenant une montée des indépendants, une désaffection des partis. Jusqu'où peut aller cette désaffection? Je suis tout à fait Est-ce que, bon, il y a eu beaucoup de déceptions. Ces élections représentent un enjeu vital pour les formations vont politiques. disparaître? Est-ce que beaucoup de partis vont disparaître? Non, il y a eu beaucoup de déceptions lorsqu'on voit des partis majoritaires au Parlement voter des lois antisociales, antinationales. On comprend qu'il y ait eu une déception de par le passé, mais aujourd'hui, quitter la sphère politique, est-ce la solution? Quitter la sphère politique, dépolitiser, c'est un véritable danger pour le pays, pour sa stabilité, pour l'unité nationale, surtout dans un contexte régional et international hostile, dangereux, qui vise l'émiettement carrément des États, qui vise à instrumentaliser les extrémismes et les tribalismes. Il y a un processus de retribalisation actuellement dans le monde, surtout dans les pays faibles de la région du Moyen-Orient, du Maghreb, etc. Donc il faut produire des citoyens conscients des enjeux du moment, politisé, et c'est ce citoyen qui va défendre l'unité nationale et qui va défendre les institutions de l'État. Le dernier mot sur cette importance de ne pas quitter la sphère politique et d'agir dans ce cadre légal. Certains partis donc évoquent, disons, la question du contexte qui serait chrysogène pour ne pas participer. Mais moi je dirais que si on attend, on n'est pas assuré de trouver un autre contexte meilleur. Peut-être c'est parce que comme il l'a soulevé. Essayer d'améliorer les choses en participant peut-être. Les problèmes existent toujours, les crises continuent, la crise sanitaire elle est là, on ne sait pas combien elle va durer, l'économie aussi elle a des problèmes. Donc on peut évoquer à tout moment donc, un prétexte pour ne pas participer. Donc il vaut mieux y aller et parachever l'édifice institutionnel, et ça sera un cadre donc idoine pour participer, pour donc aller de l'avant, pour concrétiser donc les objectifs du développement. En tout cas, on sait que la question est en débat dans ces partis ou ces formations politiques qui n'avaient pas participé aux législatives. La question est réellement en débat, est sur la table. On pèse le pour et le contre des arguments des uns et des autres, mais en tout cas, pour certains, la machine est en route. On met en place quand même. Oui, on respecte leur position parce qu'en démocratie, on respecte les avis des uns et des autres, les positions des uns et des autres. Mais nous, en tant qu'analystes, c'est-à-dire on voit que ne pas participer est contre-productif dans le contexte actuel. Voilà. Dernier mot, hein. On arrive au terme de l'émission. Je pense que participer dans la situation actuelle, c'est contribuer aussi à la consolidation de l'État, des institutions de l'État. C'est aussi pratiquer réellement la politique dans un cadre des institutions
et ramener le citoyen à ses institutions pour pratiquer la politique, exercer la politique. C'est important de le répéter. Parce qu'il y a des enjeux de politique et dangereux qui visent aussi à disqualifier toutes les institutions de l'État, surtout les institutions élues, et préparer le terrain à des dérives populistes, et la manipulation de ressentiments, de sentiments d'exclusion, etc. Et il y a à partir de l'étranger des grandes manipulations, surtout les médias. Ils doivent riposter par rapport à ce travail donc de manipulation des esprits par certains, c'est-à-dire cercles occultes, mais qui sont bien liés à des réseaux internationaux. Oui. Donc il faut ramener le citoyen, il faut le ramener au jeu institutionnel, officiel et formel. On sait très bien que nous n'avons pas de prérogatives, les APCiens souffrent, etc. Il n'y a pas de moyens, il y a une crise économique, etc. Mais il faut, pour changer... Démissionner n'est pas la solution. Si on veut le changement, il faut le commencer dans ces institutions. Donc il faut participer. Très bien. Merci. C'était le dernier mot de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.